Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Récits du Doc, où aujourd'hui nous allons aller à la rencontre de celle qu'on peut surnommer la Reine des Reines, qui brise quelques amphores dans un certain Astérix qui porte son nom. Je veux bien sûr parler de Cléopâtre. Donc nous allons faire un voyage d'il y a plus de 2000 ans. Cette reine au destin fascinant, capable de mêler pouvoir politique, intelligence aiguë et charme légendaire, tout en naviguant dans les eaux tumultueuses de l'histoire antique. Mais avant de plonger dans sa vie, il faut poser un peu le décor. L'Égypte, alors, il y a plus de 2000 ans, ce n'est pas tout à fait l'Égypte des pyramides magiques et des pharaons mythiques comme Ramsès ou Toutankhamon. Nous sommes au 1er siècle avant notre ère. L'Égypte appartient désormais à la dynastie des Ptolémées, des Grecs descendants d'un complice d'Alexandre le Grand. Ces Ptolémées, eux, parlent grec, gouvernent à Alexandrie, une ville flamboyante au bord de la Méditerranée, et mêlent cultures hellénistiques et traditions égyptiennes. Cléopâtre VII, c'est la dernière d'entre eux. On imagine souvent Cléopâtre comme une beauté envoûtante, reine fatale, prête à tourner la tête de quiconque croise son chemin. Certes, elle est connue pour être séduisante, mais réduire Cléopâtre à son apparence serait comme juger un océan à la couleur de ses vagues, de même que réduire n'importe quelle personne à son apparence, c'est quand même très dommage puisqu'on a tous beaucoup plus à apprendre. Bref, je digresse, reprenons. Ce qui fait d'elle une figure si fascinante, c'est bien son intelligence et son habileté politique. Elle parlait plusieurs langues, plus d'une dizaine, disent les historiens. Peu d'entre nous, même aujourd'hui avec toutes les technologies à notre disposition, peuvent se targuer d'en parler autant. C'était un véritable exploit pour un Ptolémée. Elle connaissait ses sujets, elle connaissait leur culture. C'était une diplomate machiavélique avant l'heure, aussi capable d'orchestrer des alliances que de mener des batailles pour sa survie. Alors comment devient-on la reine la plus célèbre de l'histoire antique ? Cléopâtre voit le jour en 69 avant notre ère, dans une Égypte déjà instable politiquement. Fille de Ptolémée XII, un roi dont le règne fut aussi marqué par l'avidité que par la diplomatie, elle est plongée dès son enfance dans un environnement où le pouvoir se gagne et se perd au gré des intrigues. Son père, souvent décrit par les historiens comme un homme faible, dut affronter une révolte interne et même s'exiler à Rome pendant plusieurs années pour y chercher de l'aide politique. C'est dire si c'était un sacré bazar. À la mort de Ptolémée XII en 51 avant notre ère, Cléopâtre a seulement 18 ans, hérite du trône, mais loin d'être seule. La tradition des Ptolémées, originaire de Macédoine, veut que le pouvoir soit partagé en corégence, souvent entre frères et sœurs, mariés. Un cocktail royal qui ferait pâlir de jalousie ceux d'une série Netflix. Son principal partenaire et rival est son jeune frère, Ptolémée XIII, qui n'a environ que 10 ans à ce moment-là. Imaginons la scène. Une jeune reine pleine d'ambition face à un frère enfant soutenu par une puissante faction de conseillers et de courtisans. Très vite, on l'imagine, la situation dégénère, c'est le Game of Thrones avant l'heure. Cléopâtre et Ptolémée XIII deviennent ennemis plutôt que co-dirigeants. On raconte qu'en 49 avant notre ère, alors que les tensions atteignent leur paroxysme, Cléopâtre est chassée de la capitale Alexandrie par la faction de son frère. Elle doit s'exiler en Syrie pour se refaire une force. Cette expulsion forcée joue un rôle décisif dans la suite de son destin, car c'est alors qu'elle comprend qu'elle ne pourra régner sans s'allier à une puissance extérieure. Ce conflit familial nous rappelle que derrière la légende, le pouvoir royal égyptien de l'époque est un jeu dangereux où la trahison dévore même le sang des rois. Oui, je redis, mais franchement, ça fait vraiment Game of Thrones. Durant cette période turbulente, Alexandrie ressemble à une ruche en ébullition entre complots, assassinats et manœuvres politiques. Hashtag Game of Thrones. On parle même d'un incendie mystérieux qui aurait ravagé une partie de la ville en 48 avant notre ère, quand l'armée romaine de César vient mettre son nez dans cette guerre civile. Quand je dis son nez, vous comprenez bien que je ne parle pas du nez de Cléopâtre. C'est là que l'histoire prend une tournure spectaculaire. Rome, de plus en plus puissante,
s'immisce dans les affaires égyptiennes. Cléopâtre comprend vite qu'elle doit jouer finement auprès des grands hommes de Rome pour protéger son trône et son pays, et c'est ce qui l'amène à rencontrer Jules César, dont j'ai déjà fait un podcast sur lui, je vous invite à l'écouter. Imaginez la scène. Une reine déterminée et ingénieuse qui réussit à passer incognito ou presque, enroulée dans un tapis pour se faufiler dans la présence du dictateur romain. Une anecdote racontée par Plutarque, l'historien romain, qui souligne la ruse de cette entrée digne d'une scène de film. Ce tapis déroulé aux pieds de César, c'est un symbole puissant. Non pas une reine qui supplie, mais une femme qui s'impose et qui entre dans l'histoire. Aboutit à une alliance politique et personnelle qui va faire trembler Rome et l'Égypte tout entière. De leur union, entre Cléopâtre et César, naît un fils, Césarion. Ils ne sont pas allés chercher très loin pour le nom. Cléopâtre n'est plus une simple souveraine étrangère, elle devient un acteur incontournable même de la scène romaine. L'histoire de Cléopâtre ne s'arrête pas avec la rencontre de Jules César, bien au contraire. C'est après l'assassinat brutal de celui-ci, le 15 mars 49 avant notre ère, ce fameux Ide de Mars, où Jules César est poignardé par une groupe de sénateurs conspirateurs, que la reine égyptienne doit redoubler d'ingéniosité pour maintenir son trône et son influence. La mort de César plonge Rome dans un chaos politique sans précédent. 3 hommes s'imposent alors pour reprendre les rênes. Octave, alors jeune héritier adoptif de César, Marc-Antoine, général expérimenté et orateur hors pair, et Lépide, homme d'État plus discret. Ensemble, ils forment le second triumvirat censé restaurer l'ordre, mais la paix reste fragile. Cléopâtre comprend vite que pour préserver l'Égypte d'une absorption pure et simple dans l'Empire romain, elle doit jouer un rôle actif dans cette nouvelle donne politique. Dès 44 avant notre ère, elle envoie un ambassadeur auprès du triumvirat pour s'assurer du soutien romain contre ses rivaux intérieurs et pour légitimer son fils Césarion, né dans son union avec César, comme héritier du pouvoir égyptien. C'est dans ce contexte que sa route croise celle de Marc-Antoine. En 41 avant notre ère, alors que Rome est divisée et en proie à des tensions internes, Marc-Antoine prend le contrôle des provinces orientales, comprenant l'Égypte. Il invite Cléopâtre à une entrevue à Tarse, en Cilicie, l'actuelle Turquie, qui serait entrée dans la légende pour la mise en scène spectaculaire orchestrée par la reine. On raconte qu'elle se fit présenter à Marc-Antoine sur un navire royal somptueusement décoré, vêtu en déesse Aphrodite, éblouissant le triumvir par son luxe et son charisme. Un coup de maître, aussi politique que sensuel. Cette rencontre scelle leur alliance. Cléopâtre, désormais liée à Marc-Antoine, s'installe à Alexandrie avec lui, dans un décor de faste et d'extravagance, au cœur d'un palais qui mélange héritage hellénistique et traditions égyptiennes. Entre intrigue politique et passion déchaînée, ils forment un couple qui va marquer l'histoire. Mais au-delà de leur histoire d'amour, leur relation est aussi une manœuvre stratégique, comme c'était souvent le cas à l'époque. Marc-Antoine compte sur les richesses et la puissance de l'Égypte pour ses ambitions, tandis que Cléopâtre cherche un protecteur face aux rivaux romains, notamment Octave. Octave, le futur empereur Auguste, qui dirige l'autre camp du pouvoir à Rome, est l'ennemi avoué de Marc-Antoine et Cléopâtre. Ceux-ci veulent rétablir un empire à leur image. Un rêve difficile, sinon impossible, face à la montée inexorable d'Octave. La rivalité culmine en 32 avant notre ère, lorsque le Sénat romain, sous l'influence d'Octave, déclare la guerre à Cléopâtre, accusé de manipuler Marc-Antoine. L'histoire tourne vraiment un chapitre décisif le 2 septembre 31 avant notre ère, dans la baie d'Actium, située sur la côte ouest de la Grèce actuelle. C'est là que se joue la bataille navale qui va déterminer le sort de Rome. B7, touché. Ah non, pardon. D'un côté, la flotte d'Octave, commandée par son général Agrippa, un stratège redoutable, et de l'autre, la coalition entre Marc-Antoine et Cléopâtre, avec une flotte aussi nombreuse qu'illustre,
mais pas forcément cohésive. La bataille commence alors que les forces sont quasiment égales en nombre, environ 500 navires chacun. Mais la maîtrise des mers penche vite en faveur d'Octave grâce à Agrippa, dont la tactique et la discipline contrastent avec le style plus flamboyant, mais parfois désordonné, d'Antoine. On raconte que ces navires, bien que somptueusement décorés, manquaient souvent d'efficacité face à l'arsenal plus sobre mais plus solide d'Agrippa. Au cœur de la bataille, un fait qui marqua les esprits. Alors que les navires d'Antoine semblaient tenir bon, Cléopâtre décida de se retirer avec une partie importante de sa flotte. Un recul interprété par certains comme une fuite dévastatrice pour le moral des troupes. Ce retrait aurait provoqué un effet domino, poussant Antoine à suivre sa bien-aimée, abandonnant en quelque sorte ses forces en plein combat. Une défection stratégique qui scella le sort de leur camp. Les chroniqueurs antiques, comme Plutarque ou Dion Cassius, rapportent qu'Antoine, voyant la flotte sombre et comprenant l'issue fatale, tenta un dernier combat courageux, mais l'élan était brisé. Ce moment tragique fut à la fois une démonstration de bravoure et une illustration douloureuse des limites du pouvoir conjugal mêlé à la stratégie militaire. Derrière cette bataille, il y a aussi une ambiance électrique de trahison, rumeurs et enjeux personnels. Antoine et Cléopâtre misaient tout sur cette confrontation pour renverser la mainmise d'Octave sur Rome. Mais la mer, impitoyable, leur porta un coup fatal face à un Agrippa très expérimenté, très tacticien. Après cette défaite, Antoine, persuadé que Cléopâtre est morte, décide de mettre fin à ses jours en se poignardant. Il survit cependant, miraculeusement, et meurt dans les bras de la reine peu de temps après, en 30 avant notre ère. Cléopâtre, alors enfermée dans son palais, choisit à son tour la mort plutôt que la honte d'une parade triomphale à Rome, où elle aurait été exposée comme un trophée politique. La scène de sa mort est enveloppée de mystère. Vous la connaissez, l'histoire la plus célèbre raconte qu'elle s'est laissée mourir en se laissant mordre par un aspic, un serpent venimeux symbole royal en Égypte. Les historiens d'aujourd'hui discutent encore si c'était réellement un serpent, un poison ou n'importe quelle autre méthode. Mais cette image chargée de symbolisme reste dans l'imaginaire collectif et quand même, c'est plutôt triste mais chouette. Après tout, qu'importe la vérité exacte, elle reste l'image d'une reine qui contrôle son destin jusqu'au bout et se refuse d'être traînée comme un trophée. Le destin tragique de Cléopâtre et Marc-Antoine marque la fin non seulement de leur vie, mais aussi de l'indépendance de l'Égypte. En 30 avant notre ère, Octave, alors victorieux, intègre le royaume à l'Empire romain, mettant fin à plus de 3 millénaires de pharaonique souveraineté. Plus qu'une reine séductrice, Cléopâtre fut donc une stratège brillante, qui sut maintenir son pays face à l'expansion romaine. Son héritage est immense. Alexandrie, sous son règne, fut un centre culturel et scientifique de premier ordre, attirant philosophes, scientifiques, poètes. La bibliothèque d'Alexandrie, bien qu'ayant commencé avant elle, incarne cet âge d'or du savoir. Cléopâtre a aussi inspiré des générations d'artistes, de dramaturges, d'écrivains. Shakespeare, par exemple, lui a même consacré une tragédie, Antony and Cleopatra, où l'on voit une femme de pouvoir doublée d'une passion dévastatrice. Sa figure traverse les siècles, symbole de la rencontre entre Orient et Occident, pouvoir féminin et histoire politique. Une citation célèbre, qu'on prête parfois à Marc-Antoine, capture bien cette passion, Veni vidi vici, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Certes, ce sont les mots de César, mais ils traduisent ce combat incessant pour le pouvoir au cœur de cette époque. Cléopâtre, elle, aurait pu dire « Je suis venu, j'ai compris, j'ai régné » ou « Veni intellexi rexi » si on devait jouer avec le latin. À notre époque, sa figure continue de fasciner parce qu'elle incarne la complexité du pouvoir féminin, la capacité d'une femme à s'imposer dans un monde dominé par les hommes et aussi le prix parfois tragique de ce pouvoir. Elle rappelle que l'histoire n'est pas seulement une succession de rois et de guerres, mais aussi celle de ces personnages qui changent le cours des choses par leur intelligence, leur audace et leur personnalité.
Comme on le disait au début, bien plus que son apparence, certes très belle telle qu'elle est décrite, c'est son intellect qui a fait d'elle la reine telle qu'on s'en souvient. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un portrait de la reine en train de fixer son royaume avec cet air à la fois sûr d'elle et mystérieux, souvenez-vous que derrière cette beauté se cache une femme aux multiples talents, dont l'histoire mérite d'être racontée avec toute la richesse et la nuance qu'elle impose. Merci d'avoir écouté ce nouveau podcast sur Cléopâtre. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à la partager, à la commenter. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très bientôt dans un épisode qui sera peut-être consacré à une autre figure, mais cette fois-ci de la scène vidéoludique ou cinématographique. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous au prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.